Dans les titres de l'actualité ce soir, arrivé tard dans la nuit d'hier, le chef d'État français a été accueilli ce matin au palais de la Marina par son homologue béninois. Dans ce journal, nous ferons le point des différentes activités menées au cours de la visite de François Hollande à Cotonou. La polémique s'enfle autour du mode de scrutin et de répartition des sièges pour les élections communales et locales. Si les partis politiques et alliances de partis avancent les chiffres à leur guise, ils oublient qu'il s'agit pourtant d'un scrutin bien particulier. Le collectif des travailleurs de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments mécontent. Un sit-in a été organisé dans l'enceinte de l'agence pour manifester leur opposition par rapport à la gestion des ressources humaines et financières de l'agence. Voilà pour le sommaire. Bienvenue, bonsoir à toutes et à tous. Arrivé tard dans la nuit d'hier, le président de la République française est déjà de plein pied dans ses activités. Il a été accueilli ce matin au palais de la Marina par le chef de l'État béninois. Les deux hommes se sont entretenus en privé avant d'élargir leur discussion à leur ministre. Voici la première phase de la visite officielle de François Hollande à Cotonou avec Ulrich Gaba et Barnabé Messan. C'est par les hymnes nationaux des deux pays suivis d'une revue des troupes que les présidents Boni Yayi et François Hollande ont entamé leur journée de travail comme temps pour la visite officielle du chef d'État français. La crème de la classe politique du Bénin était présente pour la circonstance au palais de la Marina. Après un bref entretien tête-à-tête entre les deux chefs d'État, les échanges se sont élargis aux ministres des deux délégations. Je voudrais juste souligner deux thèmes qui sont importants et pour lesquels de plus en plus nous souhaiterons une coopération bilatérale renforcée. Le premier, c'est une cause nationale très urgente qui est celle de l'énergie, qui est celle de l'électricité. Comme le disait Monsieur le Président de la République hier soir, nous vivons dans le noir et en outre, conséquence de la crise énergétique, nous vivons dans l'eau. Car il y a des liens forts entre les sujets d'inondation et les sujets d'inondation au sud et de sécheresse au nord. Et donc on est au cœur en réalité très pratique de ce qui fait l'objet de la COP21. Et on voit très très bien sur ce terrain combien les écosystèmes souffrent et combien déjà le changement climatique fait porter un tribut très important à l'économie et à la société. Ça n'est pas théorique, ça n'est pas pour 2020 ou 2030, c'est aujourd'hui, sur le terrain, très différencié sur tout le territoire national. Et donc, nous sommes un petit peu un champ d'expérience idéal si on peut faire des progrès dans le domaine d'une politique de transition énergétique très, très active. Et nous aimerions bien, au fond, construire avec la France des pilotes en matière de financement innovant et en matière d'action déterminée. La deuxième cause très importante que nous souhaitons défendre et où la France est particulièrement pertinente, c'est la gouvernance, la promotion de la bonne gouvernance. Nous pensons au Bénin, sous l'autorité du président de la République, que la règle de droit, les progrès de la démocratie, les progrès institutionnels sont des facteurs de production, comme le capital, comme le travail. La séance de travail entre les deux parties est sanctionnée par une signature de convention et la décoration de François Hollande, désormais élevée au rang de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin. Au nom du peuple béninois et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin. En réponse à sa décoration et dans le souci de célébrer ses nombreux efforts pour le maintien de la paix en Afrique, François Hollande distingue à son tour le président Boni Yayi. Nous sommes très honorés par la distinction qui vient de nous être remise et qui est surtout une marque d'amitié à l'égard du peuple français,
qui révèle une fois encore la force de la relation entre le Bénin et la France. Et la volonté qui est la nôtre de poursuivre au-delà des personnes qui peuvent à un moment exercer les plus hautes fonctions, d'avoir cette persévérance pour donner une dimension toujours plus grande à l'amitié et au partenariat entre la France et le Bénin. Mais je voudrais à mon tour remettre une haute distinction au président du Bénin, à la fois parce qu'il a les responsabilités ici dans son pays, mais aussi parce qu'il a, lorsqu'il était président de l'Union africaine, joué un rôle tout particulier, qui a été même crucial lorsqu'il s'est agi de mettre un terme à l'offensive terroriste au Mali, qui menaçait l'ensemble de la région. C'est parce que l'Union africaine était aux côtés de la France et que la voix qui exprimait cette solidarité entre l'Afrique et la France, c'était la vôtre, que nous avons pu prendre la décision le 11 janvier 2013 d'intervenir au Mali, avec les conséquences que l'on sait, puisque maintenant un accord de paix a été conclu. Et c'est parce qu'il y a un moment dans l'histoire des personnes qui savent s'élever au-delà même des conditions qui peuvent être les leurs dans leur propre pays, que nous pouvons prendre des décisions et faire des choix qui préservent la paix. C'est pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, que je vais vous remettre cette distinction. Monsieur Thomas Boniyayi, au nom de la République française, nous vous élevons à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur. Cette double distinction montre à l'opinion internationale la vitalité de la coopération bilatérale entre la France et le Bénin. Une coopération vieille de plus de 40 ans. Boniyayi et François Hollande étaient face à la presse aujourd'hui. Les deux hommes se sont prêtés aux questions des journalistes sur des sujets d'actualité, entre autres la question de la révision de la Constitution et la poussée du terrorisme en Afrique. Le point des débats avec Ulrich Gaba et Barnabé Messan. La coopération franco-béninoise à la loupe. Devant la presse, les présidents Boniyayi et François Hollande sont soumis à un exercice de questions-réponses. Le premier sujet qui retient l'attention de tous est relatif à la révision de la Constitution en vue du maintien au pouvoir par certains dirigeants africains. Une sorte de fièvre contagieuse qui met à mal la démocratie sur le continent. Je me suis exprimé de la façon la plus claire au sommet de la francophonie à Dakar. Et je pense que chacun a entendu ce message. Et c'était après ce qui s'était produit au Burkina Faso. C'est une leçon, le Burkina Faso. Et je vais donc aller en Angola et au Cameroun, je ne vais pas changer de propos pour autant. Les élections doivent avoir lieu à des rythmes qui sont ceux de toute démocratie, et les constitutions sont faites pour être respectées. Ça ne veut pas dire qu'ils ne puissent jamais être changés. Mais quand ce sont les mêmes qui ont voulu des changements et qui font encore des changements au changement dans le seul but de se perpétuer, nous disons qu'il y a là un risque. Un risque pour la démocratie, mais aussi un risque pour la stabilité et la sécurité. Un autre sujet non moins important, celle relative aux menaces terroristes qui pèsent sur la sous-région. La presse s'intéresse à la position de l'Élysée sur la question. La France n'entend pas se substituer aux Africains. Ce sont les Africains qui doivent assumer la lutte contre le terrorisme et leur propre sécurité. Assumer, chaque pays doit le faire. Et nous avons des liens de coopération avec beaucoup de pays africains. Et nous sommes toujours prêts à les renforcer, ce qui a été le cas ces dernières années ou ces derniers mois. Et puis, il y a ce que nous attendons des Africains pour qu'ils puissent ensemble mieux se coordonner, mieux agir, et notamment les pays du lac Tchad, puisque ces pays sont visés, frappés par Boko Haram. Et depuis la réunion que j'avais faite à Paris, il y a eu des progrès.
dans cette coordination, dans les renseignements, dans les informations et dans les actions qui ont pu être menées contre Boko Haram au Nigeria, au Niger, au Tchad, Cameroun. Et ça doit donner encore plus de force à l'idée que nous avions lancée de forces africaines qui puissent, lorsque c'est nécessaire, intervenir en urgence face à un certain nombre de dangers. Toujours en ce qui concerne les questions de sécurité, l'affaire des 2 soldats français impliqués dans une histoire d'attouchement sur mineurs alors qu'ils étaient en mission de maintien de paix revient sur tapis. Le président François Hollande est ferme, la justice doit faire son travail et le droit sera dit. Le ministre de la Défense a immédiatement agi, la justice a été saisie, les 2 soldats français seront en France pour répondre de leurs actes et y être jugés. Au cours de cette conférence de presse, plusieurs autres sujets, notamment ceux relatifs au changement climatique et à la protection de l'environnement, étaient également au menu des échanges. François Hollande a également rencontré les présidents des différentes institutions de la République au cours de son séjour à Cotonou. C'était bien sûr à la salle du peuple de la Marina. Devant les institutions de la République, fortement mobilisées à la salle du peuple du palais de la Marina, François Hollande tient un discours direct et pointilleux. Il rend un vibrant hommage au peuple béninois qui, depuis 1990, s'efforce à maintenir l'état de droit dans la stabilité et la cohésion nationale. Un exemple pour la sous-région, en proie à des crises sociopolitiques internes. Si je suis ici, c'est pour montrer qu'il y a des exemples à donner. Vous l'avez rappelé, la conférence nationale souveraine organisée en 1990 a permis au peuple béninois et aux partis qui le représentent de faire évoluer la démocratie. Avec 3 alternances démocratiques en 25 ans. Avec une constitution qui a toujours été respectée, avec des élections régulières, autant de preuves que le Bénin a réussi, non pas sa transition, mais a réussi à donner à ces institutions une pleine traduction démocratique. Et aujourd'hui, si je m'adresse à vous, je le fais parce que vous êtes les représentants de la nation béninoise dans toute sa diversité, dans tout son pluralisme, et que vous avez, au-delà de vos différences, une concorde nationale qui vous permet d'être plus fort dans le concert des nations. Cette rencontre avec les institutions de la République est pour les 2 chefs d'État l'occasion idéale pour dresser un bref bilan de la coopération bilatérale et envisager d'autres perspectives en vue d'améliorer la qualité des relations pour le bonheur des 2 peuples. Le Bénin, la France entretiennent une amitié ancienne et profonde, et devant chaque épreuve renouvelée. Depuis l'indépendance du Bénin, un seul président de la République française, François Mitterrand, s'était adressé à vous, c'était en 1983. En 1995, Jacques Chirac était venu ici au Bénin dans le cadre du sommet de la francophonie. C'était il y a 20 ans. 20 ans, ça m'a paru trop long pour qu'il n'y ait pas de nouveau une marque symbolique de notre amitié à travers la présence du président de la République française ici dans votre pays. Au plan de la coopération au développement, le Bénin est fier de figurer sur la liste restreinte des 17 pays prioritaires pour l'affectation des moyens les plus concessionnels de l'aide publique française au développement, APD. Il me plaît ici de rappeler que dans le cadre du document cadre de partenariat pour la période 2006-2010, la France a accordé à mon pays une enveloppe financière qui s'élève à 155 millions d'euros, soit environ 101 milliards de nos francs, c'est-à-dire le franc CFA. Ces importantes ressources ont été investies dans les 3 secteurs prioritaires que sont l'appui à la gouvernance démocratique et financière, l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et l'appui au secteur
de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la culture. Elles ont contribué au financement de nombreux projets dans les secteurs clés de l'éducation, de la santé et de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, des infrastructures, de la culture, des finances publiques, de la décentralisation, de l'enseignement professionnel et supérieur. Pour renforcer les acquis de ce programme, nos deux pays ont signé le 29 novembre 2013 le second document cadre de partenariat d'un montant de 102 millions d'euros, soit environ 70 milliards de nos francs, pour la période 2014-2016. Ce nouveau programme s'inscrit dans les priorités de la stratégie de croissance de la pauvreté 2011-2015 et sur l'éducation et la formation professionnelle ainsi que les secteurs hors concentration, à savoir la santé, puis au secteur privé, la culture et la francophonie. Du haut de cette tribune, Boni Yayi et François Hollande ont, à tour de rôle, adressé au monde entier un message de paix, de dialogue social et surtout de libertés individuelles collectives. Contre l'opinion internationale, l'histoire d'amour entre la France et l'idée. La presse, elle aussi, joue sur le nombre de sièges de tel ou tel parti. Nous nous sommes alors intéressés au mode de scrutin et de répartition des sièges pour ces élections. Et voici la moisson de Modeste Forossou et Elvis Tonoucoin. Comme en 2008, la polémique enfle encore autour du mode de scrutin. Seulement qu'à la différence des élections législatives, celui des municipales, communales et locales. Parce qu'ici, selon les spécialistes, ce n'est plus la forte moyenne qui l'emporte comme au législatif. Vous avez donc une majoritaire, c'est-à-dire une liste en compétition arrive à obtenir 40% des suffrages exprimés. Cette liste emporte déjà la majorité absolue des sièges en compétition, c'est-à-dire la moitié plus 1. Donc c'est la première partie. Et maintenant la deuxième partie est le mode de scrutin proportionnel avec la plus forte moyenne, c'est-à-dire la même chose que ce qui a été fait pour les législatives. Donc ce sont ces deux modes-là qui sont combinés pour ce qui est des communales et locales. Prenons alors l'exemple d'un arrondissement où le suffrage exprimé est de 50 000 voix alors que 4 listes sont en compétition pour 5 sièges à pouvoir. La liste A avec 25 500 voix, la liste B 14 500, la liste C 8 000 et la liste D 2 000 qui représentent du coup moins de 10% du suffrage exprimé. Donc exclus d'office selon le code électoral. La liste A a 25 500 voix, donc 25 500 suffrages exprimés. Cela veut dire qu'elle a plus de 50%. Donc, elle prend la majorité absolue. Sur 5 sièges, la majorité absolue, c'est 3. Donc, elle prend 3 sièges. Il reste 2 sièges maintenant à distribuer, toujours entre tous les partis. Parce que même quand on a passé le cap du principe majoritaire, la loi dit que le reste des sièges est distribué, réparti entre tous les partis qui ont présenté une liste. Et c'est lorsqu'une liste n'a recueilli ni la majorité absolue ni les 40% au moins des suffrages que les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, à l'exclusion bien entendu des listes ayant obtenu moins de 10% des suffrages exprimés. De là intervient le calcul du quotient électoral. Le quotient électoral, cela équivaut au nombre de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges en compétition. Lorsqu'on fait cette division-là, on obtient le quotient électoral. Et on prend ensuite le nombre de voix obtenues par chaque liste en compétition, on divise par ce quotient électoral-là. Ça permet d'avoir des résultats en nombre entier ou parfois entier et avec une virgule derrière des décimales. Alors, lorsque dans un premier calcul, on obtient des nombres, des chiffres, on prend les chiffres entiers. Si c'est 3, on prend le 3. Si c'est 1, on prend le 1. Et ce qui correspond au nombre de sièges obtenus par chaque liste. Et lorsqu'on fait ce premier calcul-là, il reste généralement des sièges en ballottage. Alors, pour attribuer le nombre de sièges restants,
on reprend le calcul avec tout le monde, on reprend le nombre de voix obtenues par chaque liste, qu'on divise cette fois-ci par le nombre de sièges déjà obtenus auquel on ajoute un siège fictif. Remettons-nous alors dans le cadre du même exemple avec l'agrégée des facultés de droit devenue mathématicienne de circonstance. Il faut commencer à prendre le nombre de sièges reconnus à chacun plus un siège fictif. Et donc, on va diviser le nombre de suffrages exprimés pour chaque parti ou liste de partis divisé par ces sièges fictifs. Donc, si nous prenons la liste A, elle a 25 500 voix. Elle a déjà 3 sièges, donc on va faire 25 500 divisé par 3 plus 1. Donc, 25 500 divisé par 4. Ça va donner 6 375. Ensuite, 4. La liste B, elle a 14 500 suffrages exprimés, mais elle n'a aucun siège. Donc, le siège fictif, ça fait 1, on est à 14 500. Idem pour la troisième liste, 8 000. Du coup, la moyenne la plus forte, puisque c'est la plus forte moyenne, c'est celle de la liste B. Elle a 14 500. Elle a donc le 4e siège. On revient encore pour le 5e siège et on applique la même chose. C'est donc à l'issue de ces calculs de répartition que le conseil communal ou municipal est connu. Ainsi, dans les communes à statut particulier, on a un maire plus 3 adjoints et la loi reconnaît au chef d'arrondissement le statut d'adjoint au maire dans les communes à statut particulier. Le contentieux électoral peut être alors ouvert et dans ce cas, seul le juge administratif de la Cour suprême est appelé à statuer dans la probabilité d'invalider ou d'annuler des suffrages. On parle toujours des élections, cette fois-ci la commune de Bante qui a été objet de violents affrontements entre militants des forces Kori pour un Bénin émergent et ceux de l'Alliance éclaireur au lendemain des élections. Conséquence des séquelles sur la voie inter-État Bante-Basila. Quelques citoyens rencontrés après les échauffourées reconstituent les faits. Les pneus brûlés, la voie barricadée et quelques dégâts matériels. C'est le constat fait ce mercredi dans la commune de Bante. Il s'agit des agissements post-électoraux qui ont conduit les différents protagonistes à des actes d'incivisme. En voici les séquelles sur la voie inter-État Bante-Basila. Quelques citoyens rencontrés après les échauffourées reconstituent les faits. Ils ont dit qu'il y a un frère qui a donné l'argent à la veille des élections alors que c'est interdit par la loi. C'est à cause de ça qu'ils l'ont envoyé une convocation depuis ça avait. Bon, compte tenu de ça, les populations se sont soulevées pour dire que non, ils ne veulent pas réussir convocation. C'est à cause de ça qu'ils se sont soulevés. Bon, ils ont barré la voie, ils ont mis des piliers, ils ont mis des piliers au bord de voie et ils ont brûlé. Alors que ce n'est pas bon pour le développement de la commune de Bante. Ce n'est pas bon. Nous aussi, on aurait appris au niveau de la mairie ce matin que le premier adjoint au maire de dans le chercher. Ça qui a suscité la population à la base. Il se pourrait que ces adversaires des élections la main de celui qui a tendu l'argent et avec le petit. Donc c'est la raison pour laquelle l'on convoqué au niveau de la compagnie et la population s'est soulevée pour dire qu'il ne va pas bouger. C'est une date que nous déplorons.